Bienvenue au Prix du Livre de la ville de Lausanne. Ce podcast est proposé par le service des bibliothèques et archives. Nous accueillons Antoine Rubin. Son roman « Calcaire », paru aux éditions La Veilleuse, est en lice pour la 12e édition. Bonjour Antoine, merci d'être là, bienvenue à cette grande rencontre du Prix du Livre de la ville de Lausanne. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour discuter de votre livre que vous avez ici, Calcaire, qui a été publié en avril aux éditions La Veilleuse. Avant d'entrer dans le cœur de cet ouvrage, quelques mots sur vous. Vous êtes né à Saint-Imier, vous vivez actuellement à Bienne, vous avez étudié à l'université de Neuchâtel la sociologie et l'anthropologie. Vous avez d'ailleurs publié déjà plusieurs enquêtes anthropologiques, mais aussi une première fiction, Mémoire d'une forêt. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors justement, Mémoire d'une forêt, en fait, vient d'une enquête anthropologique. Donc, moi, j'ai fait d'abord des sciences sociales à Lausanne, puis ensuite mon master à Neuchâtel en anthropologie plus spécifiquement. Et puis, dans le cadre de mes études, donc mon travail de fin d'études, en fait, pendant 2 ans, je me suis intéressé à des personnes qui vivent dans la forêt aujourd'hui en Suisse. Donc, des outsiders, hein, des personnes qui vivent seules dans des habitations autonomes, qu'elles ont bâties par elles-mêmes, voilà, des tipis, des tentes, des cabanes, donc des habitations vraiment informelles, et puis qui vivent de manière durable, seules. Donc on était dans le champ de l'informel, voire de l'illégalité, mais du coup j'ai fait la rencontre d'une personne, puis ensuite d'une deuxième personne, et puis voilà, il y a eu un effet boule de neige, et puis je m'intéressais à comment ces personnes, en fait, quel était leur parcours, comment on en arrive à vivre dans les bois aujourd'hui en Suisse, alors que il y a tellement d'assurance sociale, de choses, etc. Et puis comment elles se débrouillaient au quotidien. Et donc voilà, ça a donné lieu à une enquête qui s'appelait « Et il y a ceux des forêts », qui a été publiée par l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Et puis, en fait, j'avais ce matériel ethnographique super, quoi, que je voulais transformer ensuite en roman, en fiction, puis c'est devenu Mémoire d'une forêt. Et je crois qu'aujourd'hui, vous vous consacrez quasiment exclusivement à des projets artistiques, moins d'enquêtes anthropologiques. À part l'écriture, vous pratiquez d'autres formes artistiques ? Alors, je me consacre pas exclusivement à mes projets artistiques, malheureusement. Enfin, ça dépend des années, hein. Il y a des bonnes années, puis des années un peu moins, moins bonnes. Donc, j'ai aussi une autre occupation en ce moment. Je construis des murs en pierre sèche. Donc voilà, depuis 2-3 ans. Donc je fais pas ça toute l'année, mais j'en fais voilà, 1 ou 2 chantiers par année au printemps souvent. Donc je fais ça dans la région du Jura. Donc c'est assez méditatif. Hein. C'est physique aussi, mais ça fait du bien d'être à côté du travail d'écriture. Et puis à côté du travail d'écriture, en fait, il y a l'écriture pure et dure, hein, en solitaire. Et puis sinon, j'aime bien mettre les textes en scène avec de la musique, avec du coup des amis ou des connaissances qui font de la musique. Et puis j'ai un collectif qui s'appelle le collectif Vaubiche Ours, qui est basé à Bienne. Donc un collectif super mutant, si on veut bien, parce qu'en fait il change de visage à chaque fois qu'on crée une nouvelle performance. Et puis voilà, c'est une manière d'être en lien avec le public, de raconter des histoires aussi par l'oralité en fait. Donc c'est ça surtout. Puis après il y a eu quelques petites installations de l'ordre plus plastique, mais toujours quand même avec des mots et du texte. Ouais. Donc l'écriture vous accompagne depuis longtemps et vous avez toujours voulu écrire ? Ça c'est une bonne question, quoi. Si j'ai toujours voulu écrire ou pas, je sais pas. Moi j'aime bien dire que j'ai appris à écrire à l'école primaire, comme tout le monde en Suisse, quoi. Et puis gentiment Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé lire, en fait, ça c'est sûr. Et puis j'ai l'impression que la lecture est importante pour ensuite écrire. Mais oui, mon premier livre, il a été publié en 2013, donc j'avais 23 ans, donc j'étais encore aux études. Donc ouais, ça fait un moment que c'est là. Alors on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, dans ce roman Calcaire, où vous nous racontez 3 explorations qui sont reliées entre elles par un fil conducteur, le massif du Jura. Pour rentrer un petit peu dans le texte, je vous propose de nous faire entendre un premier extrait, si vous êtes d'accord, aux pages 75-76. Merci. Je retourne chez moi, dans cet endroit que je crois nommer maison.
Mais c'est quoi chez moi d'abord? Un appartement, un quartier, une ville, une région, l'endroit où j'ai grandi, les lieux que j'ai hantés? Chez moi n'est pas partout pareil selon que je réponde à des inconnus ou à mes proches. Chez moi est politique, parce que là d'où je viens, le Jura, il peut appartenir à un canton ou à un autre. Là d'où je viens, des générations de parents et de grands-parents se sont affrontés sur la question pour déterminer finalement où c'est, ce fameux chez-soi. Alors chez moi est chauvin et identitaire, chez moi sépare. Depuis, je me contente de dire que je viens d'un massif, un massif uni de calcaire qu'on appelle le Jura, une chaîne de montagnes qui court sur 7 cantons et 2 pays. C'est là chez moi. Des vallons, des vallées, des combes, des forêts, et puis des villages et même des villes au pied des montagnes ou à leur sommet. Et là d'où je viens, il paraît que les premiers habitants auraient été des saints. Des saints, des vrais, canonisés par l'Église et fêtés un jour dans l'année. Et disant cela, les premiers habitants occultés, du paléolithique à la période romaine en passant par les Celtes dont les cabanes parsemaient déjà les vallées. Mais c'est la parole médiévale des moines qui est restée à force d'être écrite et recopiée, et l'histoire dit de cette région qu'autrefois, elle n'était que forêt noire, de mémoire d'hommes, des vallées reculées et inhospitalières dont les bois étaient si épais qu'ils étaient réputés infranchissables. Des déserts, pour la mystique chrétienne, et pour l'Église et les seigneurs, des terres à capturer, des prises à faire, des limites à repousser. Merci, je crois qu'on peut l'applaudir pour cette lecture. Merci beaucoup. On l'entend dans cet extrait. Chez vous, c'est le massif du Jura. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Bon, voilà, justement, il y a cette. Moi, j'ai grandi à Saint-Imier, donc, qui est dans le Jura sud ou le Jura bernois, selon où on se positionne. Et donc, en fait, voilà, ces questions-là de séparatisme, de canton, d'indépendance, que je comprends tout à fait, ont été très présentes. Et puis, et voilà, et au final, en fait, ce qui est important pour moi, c'est cette nature, en fait, de Saint-Imier, c'est ce calcaire, c'est cette roche qui est très unissante, et puis un peu lassé de devoir prendre position, de devoir se situer. En fait, je pense que justement cette forêt et ces calcaires et cette géologie a été importante pour créer en fait un sentiment d'appartenance, voilà, plus qu'à une identité politique précise. Alors ce massif donc, va relier ces 3 explorations. Comment est-ce qu'a débuté cette recherche? Est-ce qu'il y a eu un point de départ, un élément déclencheur qui vous a amené à l'écriture de ce livre? Oui, alors oui, c'est un peu une longue histoire. En fait, je partais... On a le temps. On a le temps. On a le temps, d'accord. Non, mais je partais en fait, voilà, par rapport à mes études d'anthropologie, d'un concept que j'aimais bien en sciences sociales, qui est l'agentivité des objets, des non-humains, qui a notamment été développé par Bruno Latour, si ça vous dit quelque chose. Mais en gros, ce concept, pour le faire vite, c'est cette idée qu'il n'y a pas que les humains qui agissent sur le monde, mais il y a les objets ou les non-humains qui agissent sur nous en retour, donc ont une agentivité. Et donc, pour ce livre, en fait, il y avait cette idée que je ne voulais pas suivre forcément que des histoires humaines, même si elles fourmillent dans le texte, mais je voulais m'intéresser à des matériaux comme personnages. Et puis ces matériaux, c'était le béton et puis l'uranium. Parce que derrière l'idée du béton, il y a comment on construit le monde, en fait, aujourd'hui. Il y avait une information qui m'avait perturbé, c'était qu'en 2020, le poids des infrastructures humaines a dépassé le poids total de la biomasse de la Terre. Donc les humains sont plus lourds que toute la biomasse de la Terre. Et ça, voilà, c'est le béton notamment. Et puis il y avait l'uranium aussi où je voulais m'intéresser à son parcours, parce qu'il y a cette idée de l'énergie derrière, et puis cette chose totalement folle, c'est-à-dire que l'uranium, une fois qu'il a un déchet nucléaire, une fois qu'il va, enfin un combustible, ensuite déchet nucléaire, il est radioactif encore 100 000 ans, voire 1 million d'années. Donc ce qui est énorme. Et donc moi je voulais voir en fait le trajet de ces matériaux, comme un personnage humain qu'on traverse, partir de son extraction jusqu'à son enfouissement. Et donc ça c'était les idées conceptuelles du livre. Et puis alors voilà, il y a eu beaucoup de modifications, il y a eu des pages jetées de côté, il y a eu plein d'étapes de l'uranium notamment
qui apparaissent pas au final dans ce livre, mais c'était ça le fil rouge. Et puis voilà, c'est devenu calcaire. Et du coup, on commence du coup ce fil rouge à la ZAD. À la ZAD qui, dans votre livre, se situe au Montou, un lieu imaginaire. Pourquoi ce choix? Était-ce pour des raisons pragmatiques ou des raisons littéraires? C'est une question qu'on m'a déjà posée. En fait, je dis le Montou parce que déjà, c'est pour attester d'un contrat. Alors, quand bien même ma démarche est presque documentaire, basé sur le réel, j'utilise des outils anthropologiques, quand bien même, pour moi, je fais de la littérature ici, donc c'est un contrat avec le lecteur, avec la lectrice, donc je donne ce nom du Montou pour en fait dire qu'on entre sur le territoire de la fiction, et puis moi, me laisser aussi la possibilité, en retour, d'inventer des personnages, et de ne pas devoir coller au plus près du réel, de l'objectivité, comme un journaliste ou comme un anthropologue, en fait. Et donc, ça me laisse une liberté de dire le Montou, mais bien évidemment que le Montou est fortement inspiré de la ZAD du Mormon, où j'ai passé du temps d'ailleurs, donc voilà. Ouais. Oui, on est d'accord. Du coup, quand vous racontez votre expérience ou votre exploration à la ZAD, vous y êtes vraiment allé? J'y suis allé, ouais, tout à fait. Ouais. Je suis allé dans tous les lieux, en fait, que retrace ce livre, ouais. À la ZAD en particulier, mais dans d'autres parties également du livre, il y a un mot qui revient assez régulièrement, ou un concept, je ne sais pas, les cabanes. C'est quelque chose d'important pour vous dans votre vie? Vous aimiez construire des cabanes enfants? Oui, alors j'adorais construire des cabanes enfants, c'est clair. Et puis ensuite, il y a eu cette recherche en anthropologie sur des gens qui vivent dans la forêt, donc dans des cabanes. Et puis, voilà, par rapport à ce truc que j'ai dit, que en fait, les infrastructures humaines sont devenues tellement lourdes, en fait, la cabane, elle est importante parce que c'est un type d'habitat peut-être plus léger. Hein. C'est un peu le mythe des trois petits cochons. Il y a la maison en paille, la maison en bois, la maison en pierre, puis c'est celle qui va durer. Mais en fait, c'est à cause de cette maison en pierre qu'on se retrouve aussi dans la crise climatique et du vivant actuel. Donc la cabane, oui, pour moi, je trouve que c'est un habitat noble et beau. Et effectivement, ça rappelle aussi l'enfance. Hein. Je suis attaché à cette idée-là. Alors, en quelques mots, peut-être pour les personnes qui n'auraient pas encore lu le livre ou qui n'ont pas encore toutes les informations, en quelques mots, est-ce que vous pourriez juste nous raconter ce qu'on y fait à cette montagne où se situait la ZAD, donc au Montou dans votre roman, et à quoi sert finalement ce calcaire qu'on y extrait? Alors, justement, à la ZAD, en fait, en fait, le calcaire, on utilise le calcaire pour faire du clinker. Donc, on arrache le calcaire à la montagne, qu'on va chauffer dans des fours, dans une cimenterie. On va ajouter des additifs et du coup, ça va former du clinker. Et puis, le clinker, ça va être du coup ce matériau fondamental pour ensuite construire du béton. Hein. Le clinker, on va y rajouter ensuite de l'eau et du sable et ça donne du béton. Et donc, le calcaire, voilà, comme on le sait dans le Jura, il y en a beaucoup. Donc, moi d'ailleurs, en étant à Bienne, en ayant grandi à Saint-Imier, on a une cimenterie à Péry-Rochette, qu'on connaît bien, qui est la Vigier. Et donc, moi, j'ai toujours vu aussi ce calcaire être arraché à la montagne, aussi une autre carrière augmentée. Et puis, finalement, c'est assez un symbole, cette idée d'extractivisme pur sous nos yeux. Donc on arrache vraiment les matériaux à la nature, quoi. Et donc, par rapport à ça, il y a eu cette ZAD du Mormon, donc zone à défendre. Une zone à défendre, c'est l'idée d'occuper un espace pour défendre un bout de territoire. Donc cette ZAD du Mormon s'est faite sur la montagne du Mormon, quoi, entre la Salaille et Clépan, où Holcim, en fait, du coup, l'entreprise que vous connaissez sûrement, a du coup commencé d'étendre sa carrière, continuait d'étendre sa carrière, si on veut bien. Et puis, alors que cette colline du Mormon, en fait, a un intérêt biologique important pour des espèces végétales, a un intérêt archéologique. Et donc là, on a plusieurs intérêts. On a l'intérêt culturel, biologique, du vivant, qui affronte une logique économique. Et donc, pour contrer aussi ce tout économique, cette logique économique, il y a eu cette ZAD, cette zone à défendre, qui s'est installée et qui a voulu dénoncer finalement de manière plus large la question de l'extractivisme dans la question plus globale de la crise climatique et de la crise du vivant.
Donc voilà, c'est des cabanes, quoi. C'est un campement qui s'est installé. Et puis j'ai passé un peu de temps. Donc à cette ZAD, il y a aussi une notion qui me semble fondamentale, c'est la question de la frontière. Alors à la ZAD, elle était en partie physique par une barrière qui sépare la cimenterie de la zone à défendre, mais elle est aussi symbolique, elle sépare deux mondes. D'ailleurs, de l'autre côté de la barrière, des hommes travaillent pour la mine, travaillent pour la multinationale. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous nous lisiez un deuxième extrait qui est un peu plus long, dès la page 55. Mais avec plaisir. Merci. C'est qu'il faut se mettre à la place d'Antonio. Il fumerait une cigarette industrielle, une parisienne sûrement, et moi je me roulerais la mienne. On s'échangerait le briquet au travers du grillage et je lui demanderais « Et ça vous plaît ce travail ?» Et il me répondrait qu'il n'y a pas à se plaindre, il fait son fric. Sa famille est à l'abri des problèmes, le gamin a commencé à porter des lunettes et veut s'inscrire au cours de guitare. L'épouse n'a plus besoin de faire des ménages depuis qu'il travaille pour la multinationale. Antonio, il serait arrivé en Suisse par cette filière historique d'importation des travailleurs du bâtiment et de la construction, métier déclassé mais ô combien nécessaire. Autrefois, il aurait été saisonnier, aujourd'hui, il a un permis C. Chaque matin, il se lève aux aurores, s'habille en prévision de la longue journée à venir. Il travaille par tous les temps, qu'il fasse canicule ou blizzard, sécheresse ou pluie diluvienne. Chaque soir, il rentre vanné de cette fatigue du corps qui a travaillé dehors. Il prend ensuite une douche bouillante et il lui semble que c'est la meilleure chose au monde, à part peut-être le sexe après une bière. Chaque soir, il rentre épuisé, mais c'est un homme qui travaille dur, gagne sa croûte, nourrit sa famille, paye ses cotisations et s'intègre. Antonio est un juste. Et la vie est dure, mais méritée. Et la vie est répétitive, mais chaque jour apporte son lot de rire et de camaraderie. Il a un groupe, il a des collègues, il appartient. Le dimanche, il va se promener dans la forêt, parfois monte en voiture en direction de la montagne, et se plaît dans cette Suisse propre qui paie content à chaque goutte de sueur dépensée. Un jour, il a eu l'occasion de se spécialiser, une formation dans la conduite d'engins hors normes. C'était une chance pour Antonio, qui, à force de baigner dans les arcanes de la mécanique, déjà fasciné par tout ce que le moteur à explosion promettait, ne pouvait espérer mieux. Il effectue cette formation, la passe avec succès, de même que l'entretien d'embauche pour le poste à la cimenterie. Il reste pourtant cet immigré, ce second en bas de l'échelle. En dehors du travail et des loisirs, le quotidien n'est pas grandiose. Il faut chaque jour supporter cette remarque, ce regard du coin de l'œil lorsqu'il ouvre la bouche à cause de son accent. Oh, bien sûr, ce n'est jamais méchant, mais ça pèse, comme les consonances de son nom pèsent dans les dossiers officiels et tirent en bas pour une recherche d'appartement ou une place à la crèche. À force, il ne remarque plus, mais il sait. Il sait que cela se reproduira, comme lorsqu'il fait ses courses et que quelqu'un le pousse d'un coup de hanche pour se servir en premier. Alors il file rapidement à la caisse, sort son porte-monnaie, passe la carte dans la machine, tape le code, range la carte, prend les courses. Ses bras sont sans doute forts, mais si petits, il s'en rend compte maintenant. Le monde est rétréci au rayon de ce que ses mains peuvent saisir, les gestes n'ont que peu d'ampleur. Il faut se serrer les uns contre les autres dans les ascenseurs, dans les compartiments du train, surtout ne pas élever la voix, faire attention à son voisin, ne pas provoquer de remous, ne pas répondre, faire profil bas. Il n'a pas le passeport, il est toujours en sursis. Alors le matin, quand il s'extrait enfin de sa voiture et qu'il arrive au pied de la carrière, casque sur la tête, et qu'il présente son badge à l'entrée, il se sent déjà quelqu'un d'autre. Lui qui peut passer des portes, lui qui peut pénétrer les grillages quand il reste interdit au commun des mortels, et voilà qu'il escalade la petite échelle de l'excavatrice, la sienne, une Komatsu PC2000 de 200 tonnes. C'est la pointe de la perfection. Antonio ferme la porte d'un geste sûr, pose sa thermos sur le siège passager et gentiment fait chauffer le gigantesque moteur diesel qui rugit, crache un panache de fumée. Il s'élance à la conquête de la colline. Sa main est infaillible sur les manettes. Ses pieds sont en parfaite coordination avec son esprit. Il maîtrise son engin, le tableau de bord et les aiguilles en attestent. Son corps et la machine ne forment plus qu'un. Il enclenche la radio, tourne le bouton jusqu'à la station qu'il affectionne. Il se met à gravir lentement mais sûrement la piste en épingle qui le mène face à la paroi qu'il doit fendre. Antonio est un géant.
Les griffes du godet se dirigent contre la roche. Antonio peut soulever 15 mètres cubes de matière en une seule traction. Ses yeux sont plantés au bout de la machine. Bientôt, la roche se met à tomber sur la force. Il extrait des blocs, il creuse ce Jura dont les sédiments qu'il détache se sont déposés au fond de la mer qui se trouvait là il y a 150 millions d'années. Antonio l'a lu, il sait tout ça. Il sait qu'ensuite la colline s'est formée, plie sur la nappe des plaques tectoniques et que par un mouvement géologique inexplicable, elle s'est détachée de la chaîne pour se retrouver au milieu de la plaine. Ce devait être une île, et il voit maintenant la montagne telle que les dinosaures l'ont vue. D'ailleurs, ne croit-il pas avoir reconnu un squelette mardi dernier quand il attaquait ce coin ? Mais il n'a rien dit. Il sait que s'il avait averti son chef, ce dernier aurait été furieux. Il aurait dû arrêter le travail, appeler les archéologues et fermer temporairement le site le temps d'exhumer les fossiles. Parfois, cela prend des semaines, et de toute façon, on en a déjà trouvé assez de ces squelettes. On en trouve tout le temps de ces vieilleries. Et Antonio ne veut surtout pas arrêter le travail. Il faut d'ailleurs faire de la place pour l'avenir, déblayer tout ça d'un bon coup de lame, et cette ère n'est ni le Jurassique ni le Crétacé, c'est l'Anthropocène, voyez-vous, c'est l'ère des hommes. Finissant de dire cela, Antonio aspirerait une dernière bouffée de sa clope et jetterait le mégot dans la marne qu'il ferait disparaître d'un coup de talon. Ce geste provocateur, il l'effectuerait à l'intention d'ours en lui lançant un regard de défi, et puis il planterait ses yeux droits dans les siens et demanderait avec un petit sourire « Et vous, ça vous plaît de ne pas travailler ?» Merci. Merci beaucoup pour cette lecture. J'aime beaucoup ce passage parce que vous imaginez vraiment le quotidien et finalement ce qui sépare c'est le zadiste et Antonio. C'est là qu'intervient la fiction, c'est là qu'elle vous est utile pour justement inventer ces vies et ces regards. Oui, alors totalement, ouais. Bien sûr, là je le mets au conditionnel, hein, c'est Antonio quand je parle de lui. Alors après on passe au présent parce qu'on entre dans sa description, mais il commence au conditionnel et finit au conditionnel. Et alors après, oui, moi je me basais sur des petites recherches que j'ai faites sur Internet. Puis après, voilà, en fait, exactement comme vous dites, la fiction devient utile pour créer des personnages et puis faire travailler l'imaginaire, mais rester dans le plausible, dans le possible, en fait. Et dans le réel, vous avez réussi à parler à l'un ou l'autre d'entre eux, de ces ouvriers de l'autre côté de la barrière ? Non, pas vraiment. J'ai fait un petit salut comme ça, et puis on m'a pas vraiment répondu, donc voilà. Mais par contre, après, j'ai vu des profils sur Facebook, en fait, ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai vu des hommes qui prennent la pause avec leur machine de chantier. Voilà, ça a inspiré Antonio, quoi. On va passer à la deuxième exploration. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur la ZAD. Je vous invite à découvrir le livre et notamment l'histoire de son démantèlement. Cette deuxième exploration, dans cette deuxième partie, vous entremêlez deux histoires, celle de la fondation de Saint-Ursane par un moine un peu défricheur, et votre expérience de vie collective, mais de vie collective dans des maisons inhabitées, des maisons que vous allez occuper, que vous allez squatter. Quel est le lien entre ces deux histoires ? C'est pas forcément si clair, ce lien entre les deux. Donc effectivement, on est d'un côté en 570 après Jésus-Christ, et puis de l'autre, on est en 2014 ou 2013. En fait, il y a les deux. En parallèle, il y a deux histoires de pionniers, quoi. Il y a finalement, du coup, avec ce moine défricheur, ça revient à ce que je disais, les premiers habitants chez moi auraient été des saints, donc des Saint-Imier, Saint-Ursane. Saint-Gall était un ermite défricheur aussi, voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui sort en fait de sa société du monde des humains pour aller trouver un endroit, un désert comme on dit, et puis commencer à défricher et puis créer un ermitage. Et donc il y a cette idée de pionnier, puis en parallèle, il y a un groupe de jeunes qui en fait reprennent des friches urbaines, reprennent des maisons qui ont été abandonnées ou qui ne sont pas habitées pour les occuper et puis en faire ce qu'on appelle communément des
des squats. Même si c'est un mot que j'aime, que j'utilise mais que j'aime pas trop, parce que la première fois que j'ai dit à ma maman que j'allais vivre dans un squat, elle a pleuré. Elle s'imaginait qu'on allait se piquer sur des matelas, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas. En fait, ça partait de l'idée politique de finalement d'occuper des maisons pour qu'elles ne soient pas à l'abandon, puis d'offrir des loyers, puis d'offrir des logements pour pas offrir des loyers, offrir des logements avec un loyer très bas, payer les charges et puis offrir de la place pour les artistes, etc. Organiser des concerts, voilà. Et donc il y a cette idée aussi d'être un peu pionnier quelque part. Donc voilà, je mets ces deux en parallèle. Et puis la figure de cet ermite défricheur, elle est un peu ambiguë parce qu'en fait, elle est dans la métaphore de l'extractivisme, si on veut bien, une origine de, et puis en même temps, moi je l'aime bien, je suis attaché un peu à cet ermite qui part tout seul. C'est vrai qu'on s'y attache dans votre roman. Oui, voilà. Avant d'occuper une maison, il y a toute une phase de recherche et d'exploration dans la ville. Et votre terrain, du coup, c'est la ville de Bienne. Vous nous racontez aussi à travers votre livre son histoire, ses évolutions. Est-ce que malgré les changements, la bétonisation, la disparition de certains lieux ou de certaines maisons, c'est aussi un cri d'amour à cette ville? Vous l'aimez, cette ville? Oui, j'aime beaucoup cette ville. Ouais, c'est une ville. Moi, j'ai fait mon gymnase à Bienne depuis Saint-Imier, puis après, j'y habite maintenant depuis plus de presque 15 ans, on va dire. Et donc oui, parce qu'en fait, Bienne, c'est une ville qui a subi des crises économiques assez importantes dans les années 70, et puis en retour qui a permis de développer, donc voilà, une crise économique, évidemment, c'est terrible, mais en même temps, ça a permis en retour de développer toute une idée de la débrouillardise, de l'autonomie, parce qu'il n'y a plus d'argent, donc la population est un peu laissée à elle-même, donc la culture est un peu laissée à elle-même, et donc il y a cette idée de s'approprier des friches, de créer, finalement, de proposer des concerts, de s'organiser soi-même pour faire de la culture. Et donc il y a un dynamisme à Bienne qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui, qui a été hérité de cette période, puis c'est une ville ouvrière, évidemment. Et donc oui, il se passe beaucoup de choses à Bienne. Et est-ce qu'actuellement vous vivez toujours dans des maisons occupées ou dans des espaces occupés? Non. J'étais pendant 7 ans et demi en fait dans une maison occupée qui s'appelait La Biou, et puis après j'ai vécu dans une autre maison, c'était pas occupé, on payait un petit loyer, et puis là je suis dans un appartement, je suis rangé maintenant. Ça vous manque parfois cette la dimension collective ouais, elle est importante. Alors je suis très bien là où je suis en ce moment, et puis en même temps cette dimension collective elle a permis énormément de choses, elle a permis beaucoup de force, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, et puis on est plus fort à plusieurs que tout seul, et donc on a contribué à façonner cette ville d'une certaine manière, à proposer des logements, et puis aussi une scène en fait pour des groupes d'avant-garde, que ce soit pour la musique mais aussi pour la littérature. Moi, mes premières lectures, je les ai faites dans des caves en fait, et donc pour l'expérimentation artistique en fait c'est hyper important. Et puis ça crée vraiment un dynamisme, donc j'y suis attaché en tout cas, mais il y a toujours des choses qui sont en train de se faire aujourd'hui à Bienne sous forme collective. Donc vous nous racontez l'histoire de l'occupation de cette maison qui dans votre livre s'appelle la Maurie. Vous y avez été pendant environ 6 ans, et tout d'un coup et finalement assez rapidement, cette maison va être détruite pour laisser la place à un immeuble. Si vous êtes d'accord, on va lire un troisième extrait aux pages 107, dès la page 107. Bienne aujourd'hui. De la maison, du jardin, de l'atelier et des entrepôts alentours, il ne reste plus rien. C'est la disparition des arbres et de l'herbe surtout qui provoque la sensation d'étrangeté. De voir le bas de l'immeuble raccordé directement au goudron du trottoir sans plus de végétation, je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'y fais pas. J'aurais de la peine à croire qu'il se tenait ici autrefois une maison familiale si je n'y avais pas vécu toutes ces années. À la fin, le proprio s'est décidé à vendre,
Il avait pas mal de trucs à rembourser, des factures à payer, le home de ses parents, des arriérés d'impôts, que sais-je. Grégoire nous a d'abord demandé si on ne voulait pas l'acheter nous, parce qu'à la fin on avait fini par s'attacher. En 6 ans, on n'avait pas accumulé beaucoup plus de capital qu'au début de l'aventure, alors on a un peu rigolé. C'est gentil Grégoire, on peut payer en nature plutôt. Et puis finalement, c'est une gérance immobilière zurichoise qui a racheté la maison au terrain constructible. On est parti sans insister, on avait promis à Grégoire qu'on ne ferait pas d'histoire. Il y a eu ce moment qui a duré peut-être 1 semaine ou 2. Le bras articulé de la tractopelle piquait et harcelait les murs jusqu'à les faire tomber. On a vu la salle de bain à l'air libre pendant 3 jours, la baignoire qui pendait dans le vide et les catelles refaites à neuf brisées en un seul coup de godet. Le lendemain, c'était la chambre de Marina qui était grignotée. La fresque qu'elle avait peinte sur le mur du fond donnait encore un peu de couleur à la rue, au milieu des gravats. Et puis, c'est allé étage par étage, méthodiquement. C'était presque disciplinaire. J'ai vu 2200 de mes jours et de mes nuits disparaître en un après-midi. Le lendemain, c'était autour du salon et de la cuisine. Et enfin, la cave a été arrachée, grattée à la terre, la cave où j'ai dénombré 246 concerts. C'est ce qu'il reste à la fin, les chiffres. Les chiffres sont importants pour donner une épaisseur et se rappeler que tout n'a pas été qu'un éclair fulgurant. Ils donnent du relief, une durée, et plus de 200 concerts, c'est une bonne moyenne, c'est honorable comme bilan. Sacha a encore chez lui toutes les affiches et les papillons rassemblés dans un cartable. Ce sont nos archives, des posters, des bouts de papier, quelques photos, des notes raturées dans un carnet, des vieilleries qui prendront la poussière et qu'on finira par jeter, à bout de déménagement, à force de se dire que ça n'a plus d'importance, que c'était juste une époque. Alors mes archives sont aussi une lutte de la mémoire, une consolation et un petit orgueil de pacotille. Me dire que des groupes qui tournent aujourd'hui dans les grands festivals d'Europe ont fait leur premier concert dans notre cave qui leur servait de crash test. On les payait avec 3 fois rien, une bonne bouffe, des bières à gogo et des sourires pour s'excuser du cachet un peu trop maigre. Souvent, c'est eux qui venaient nous demander pour jouer. Un samedi d'octobre, il n'y avait plus rien. La maison était rasée et la cave comblée. Des ruines d'une ancienne ruine retapée, il ne restait plus qu'un rectangle de gravier. La surface au sol que la maison avait occupée semblait minuscule. Puis les arbres du jardin ont été déracinés. J'avais au moins le plaisir de remarquer qu'ils résistaient mieux que le béton et la brique, avec leurs grosses racines profondes dans le sol. Ce n'était pas une mince affaire d'arracher les souches, mais quand même, à force de gaz et de coups d'accélérateur de la tractopelle, ils ont fini par les avoir. Il y en a même un qui a gueulé depuis l'habitacle quand la souche a fini par céder. On voyait bien que c'était un combat. Et puis l'herbe, et puis c'est l'herbe qui est passée. Enfin, quand je dis l'herbe, c'est plutôt la surface d'humus jusqu'au calcaire avec dedans tout ce qui pouvait bien y vivre. Le sol a été mis dans une benne en métal, et au bout d'un moment, au bout de plusieurs étapes de terrassement et de creusage, le camion toupie a fini par arriver. Il a dégueulé tout son béton dans la fosse, et c'est ainsi qu'invariablement aujourd'hui, on bâtit des fondations. Maintenant, face à moi, ce gros parallélépipède gris qui déborde sur le trottoir, des murs lisses et des grandes fenêtres comme des encarts publicitaires sur du papier glacé, pas ou peu de végétation pour éviter les feuilles mortes et tout ce qui pourrait nécessiter des travaux d'entretien, des boîtes aux lettres chromées, des ascenseurs qui montent et descendent sans un bruit, des lumières automatiques dans le couloir, la sensation de vide et d'anesthésie, confirmée en allant jeter un coup d'œil aux sonnettes, pas la moitié des appartements ont trouvé preneur. Merci. Merci Antoine Rubin. Au moment de cette destruction, quel sentiment vous traverse ? Vous êtes fâché, triste, nostalgique ? Un peu tout à la fois, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu la maison que vous avez habitée, que vous avez aimé se faire détruire. C'est bizarre, quoi. C'est quand même un peu comme la perte d'un être cher, quoi. Et puis ça avance. Enfin voilà. Et donc oui. Fâché, c'est en même temps. Les villes, de toute façon, elles changent. Et puis c'est comme ça. Mais de le voir vraiment, de le voir à l'œuvre,
Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est attristant. La deuxième partie de votre livre se termine par le récit d'une résidence artistique dans les fours à chaux de Saint-Ursanne. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous décrire cet endroit ? Alors, à Saint-Ursanne, dans le Jura, il y a ces fours à chaux, justement, qui sont... c'est un site industriel qui est énorme, où voilà, on prenait le calcaire pour en faire de la chaux, avant qu'on en fasse du béton. Du coup, c'est aussi parce qu'avec l'avènement du béton, en fait, que la demande en chaux a diminué, même s'il continue d'être demandé. Mais toujours est-il, c'est un énorme site, donc c'est des galeries, des tunnels qui ont été creusés pour extraire le calcaire. Et puis sinon, c'est une énorme usine avec des cheminées qui se trouve pas très loin de la gare. D'ailleurs, si vous passez en train, vous passez l'Aqueduc, le pont, et puis juste sur votre droite, vous avez ce site industriel qui est assez énorme, assez emblématique. Et puis donc c'est un site qui a été laissé, qui a été en friche, laissé à l'abandon pendant un moment donné. Ensuite le canton du Jura en a fait une décharge pour des déchets spéciaux, des déchets toxiques qui ont commencé après à contaminer la nappe phréatique. Et puis donc ces déchets ont été retirés. Et puis donc ce bâtiment restait. Et des artistes, des groupes d'artistes ont commencé à en faire à se le réapproprier pour proposer des résidences. Il y a eu des concerts, des soirées techno aussi assez mémorables, je crois. Il y a eu des concerts de classique aussi, il y a eu des pièces de théâtre et du coup des résidences d'artistes faites par un groupe de 4 personnes. Et puis j'ai été invité, puis j'ai passé un peu de temps là-bas. Et puis maintenant, le site des fours à chaux, en fait, en parallèle, il a été repris par la Confédération pour créer le laboratoire du Monterry, qui est le tunnel de recherche pour l'enfouissement des déchets nucléaires en Suisse. Donc, on a repris ces anciennes galeries. Elles ont été creusées. C'est aussi d'ailleurs, il y a l'autoroute qui passe à côté, le tunnel d'autoroute. Donc, c'est aussi en creusant ce tunnel d'autoroute qu'on s'est rendu compte de la propriété d'une roche, l'argile opaline, l'argile opalinus, qui se trouve dans cette montagne et qui a été vue par les scientifiques comme potentiellement intéressante pour justement conserver les déchets nucléaires, parce qu'en fait elle est cicatrisante, cette argile, c'est-à-dire s'il y a des séismes, voilà, elle se remet, elle revient, et puis elle est surtout imperméable, et puis donc ça permet d'éviter l'érosion. Donc voilà, c'est la moins pire des solutions qu'on a trouvées aujourd'hui pour l'enfouissement des déchets nucléaires. Et donc il y a ce laboratoire. C'est juste de la recherche, il n'y a pas de déchets nucléaires sur place, mais il y a ce laboratoire qui existe depuis quelques années. Et puis, donc le site des anciens fours à chaux a été repris pour ces tests-là par la Confédération. Et maintenant, si vous allez dans l'endroit où on est allé, donc c'est une énorme usine, il y avait des escaliers avec des caillebotis. Moi, j'écrivais avec ma machine à écrire. Dans ce site, c'était assez dingue. Et puis maintenant, si on va dans l'espace, on trouvera des carottages, simplement, de la roche qui sont entreposés là. Et ça fait donc le lien avec la troisième partie. On parle donc de déchets nucléaires, ce que vous appelez, et je vous cite, les ruines ultimes. On parle de déchets nucléaires qui vont donc être enfouis dans vos montagnes. Et vous avez cherché à remonter le fil finalement de cet uranium. Et ça vous a amené jusqu'à Uranium City, au fin fond du Canada, à plus de 8500 km d'ici. Comment c'était ce séjour à Uranium City ? C'est vrai que c'est assez dingue de vous lire en tout cas. Quel a été, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à aller jusqu'au bout du monde ? Alors bon, déjà contrairement à la ZAD du Montou dans le livre, en fait Uranium City n'est pas un nom inventé, c'est vraiment un nom d'une ville qui existe réellement au Canada. En fait, moi, à la base, je voulais justement voir ces roches sœurs, c'est-à-dire de voir l'uranium qu'on va... Avant que ça soit un déchet nucléaire, l'uranium, c'est une roche, et puis je voulais voir cet uranium qui allait être enfoui, du coup, dans les montagnes du Jura, parce que le site ultime, maintenant, est dans les Leguernes, donc tout au bout de la chaîne du Jura, vers le canton de Zurich. Et puis, je voulais retracer, comme je l'ai dit aussi au début de l'entretien, la chaîne de la matière. Et donc... je voulais aller voir des mines d'uranium à la base. Des mines d'uranium, il y en a au Canada, il y en a au Kazakhstan, il y en a en Australie, il y en a peut-être en Mongolie, il y en a au Mali, il y en a au Niger, enfin voilà. Et donc aux États-Unis, enfin dans quelques endroits. Mais le Canada, à l'époque, me semblait être l'endroit le plus accessible pour aller voir des mines d'uranium.
Et puis donc j'ai fait des recherches, j'ai écrit des mails à cette industrie minière. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étapes du livre qui n'apparaissent pas parce que j'ai aussi toutes des étapes en France puis en Allemagne, et puis voilà, j'ai enlevé. Ça a été un long combat pour écrire des mails, pour entrer en communication avec cette industrie lourde qui m'a toujours refusé ses portes. Donc au Canada, on m'a dit, on organisait des visites autrefois, mais on ne le fait plus aujourd'hui. Bon, après, il y a des questions logistiques parce que c'est des endroits reculés où on peut accéder que par avion ou en hiver avec une route gelée. Et donc, en faisant ces recherches et en essuyant ces refus, je suis tombé sur cette ville d'Uranium City au Canada, qui est une ville fantôme aujourd'hui, quand bien même il y a encore une trentaine d'habitants qui y sont. Et puis, en fait, il y a toujours une ligne aérienne. Il faut se dire que justement, cette ville, elle n'est pas accessible par la route parce qu'elle traverse des forêts, des marécages, etc. Sauf en hiver, quand il y a le lac qui est gelé, donc on peut passer avec les camions. Et puis sinon, on a construit une piste d'aviation où pouvaient atterrir des jumbo jets, des 747, donc c'est vraiment une grande piste en fait. Et puis c'est une ville qui est née de l'industrie de l'uranium purement et simplement, c'est-à-dire qu'on a découvert des gisements d'uranium, et donc il y a une ville qui a été créée de rien, presque, on peut dire, et qui a accueilli jusqu'à à peu près 10 000 habitants. Donc voilà, on en amenait par camion en hiver, puis par avion, du préfabriqué, des choses. Enfin, donc il y avait un lycée, un hôpital, des écoles, toute l'infrastructure, quoi, jusqu'à 10 000 habitants, c'est quand même pas mal, quoi. Et, mais comme son économie n'était que dépendante de l'uranium, quand le cours de l'uranium dans les années 80 s'est effondré, du coup, les mines, la mine gouvernementale et puis les mines privées ont fermé, d'abord les privées, ensuite la gouvernementale. Et donc, ça a créé un énorme exode, quoi, parce qu'il n'y avait plus de rentrée d'argent, si on veut bien. Et donc, on est passé de 10 000 habitants à 30. Et donc, on se retrouve dans une ville qui est bouffée par la forêt, quoi. Enfin, c'est un petit Pripyat, à côté de Tchernobyl, mais canadien, si on veut bien. Il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu d'explosion nucléaire, mais il y a eu quand même l'extraction du coup de cet uranium. Et donc, il y a aussi des zones radioactives, d'ailleurs, à force d'avoir remué la Terre. Et voilà, donc ça, c'est le décor d'Uranium City. Il y a toujours cette ligne d'aviation, parce que des gens habitent toujours là, donc je me suis dit, on y va, quoi. On va essayer d'aller voir, mais j'ai vu que ça existait. Puis après, je voulais être sûr quand même que je pouvais me loger. Moi, j'ai pas de problème à dormir sous tente. J'aime beaucoup faire du bivouac et puis ce genre de choses. Mais là, il y avait quand même pas mal d'ours. Enfin, il y a beaucoup d'ours en fait qui traînent. Et puis c'est probablement très possible de camper avec des ours. D'ailleurs, je l'ai fait après par la suite en ayant un petit peu plus confiance. Mais sur le moment, je me sentais pas trop. Et je voulais être sûr qu'il y ait un moyen un logement, quoi, une accommodation. Et donc j'ai écrit des mails un peu dans le désert. J'ai téléphoné sur des numéros qui n'étaient plus valables, jusqu'à ce que je trouve un vieux PDF qui traînait sur Internet des commerces de la Saskatchewan. Et puis, donc c'est la province où se trouve Uranium City. Puis, je suis tombé sur un numéro, je ne sais plus le nom du truc, Fuel quelque chose, parce qu'en fait, l'endroit où je me suis logé par la suite est aussi l'endroit qui fait logistique pour tout ce qui reste de la ville, quoi. Bref, j'ai trouvé un numéro, ça sonne, trois sonneries, on me répond, on me dit « Ah ouais, vous voulez venir là ?» Je dis « Ah ouais, je peux, c'est possible. »« Ah ouais, ok, on vous attend dans 2 mois. » Paf, c'est plié. Donc voilà, j'y suis allé. Et donc, après un long voyage, des nombreuses escales, vous arrivez dans cette ville. Et justement, vous décrivez très bien, je trouve, l'ambiance de cette ville. On ressent, en tant que lectrice et lecteur, le silence, d'une part. Et l'autre part, c'est les paysages. Et justement, cette forêt primaire qui finalement revient, se réapproprie cet endroit qui finalement a vécu 30-40 ans voilà, avec l'industrie minière. Est-ce que finalement cette forêt, quand vous la voyez qui reprend ses droits, c'est une forme d'espoir aussi ? Oui, alors bien sûr c'est une forme d'espoir et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant dans le livre. Après, il y a aussi... C'est de l'espoir, puis en même temps c'est un peu ambigu, parce que quand on se trouve du coup tout au nord, comme ça, on se sent un peu sur une île isolée quelque part. Et donc il y a un petit côté inquiétant aussi, la forêt qui revient, mais c'est beau, en fait c'est beau de voir par rapport à cette idée justement de l'extractivisme, par rapport à cette idée de la lourdeur des infrastructures humaines, de voir qu'en fait la forêt est résiliente, est robuste et puis revient très vite.
Et c'est assez émouvant. Mais c'est étrange, quoi, vraiment, de voir ces maisons qui sont ravalées, quoi, par la forêt, gentiment. Ouais. Dans ce livre, je vais laisser la parole au public parce que l'heure avance. Dans ce roman, vous employez un style vraiment très poétique, une recherche sur la langue, beaucoup de métaphores liées à la nature. C'était pour vous une forme de contrer les paysages abîmés par la beauté de la langue? Ouais, je sais pas. En fait, c'était inspirant en tout cas. C'était inspirant et puis c'est vrai que j'aime bien lire la poésie et puis j'aime bien travailler la langue et puis travailler sur les images. Donc c'était important, ouais, d'essayer de faire la description au plus juste, quoi, puis de choisir mes mots. Mais il y a eu beaucoup de passages de réécriture, hein, de ce livre de manière générale. C'est vrai, ça c'était peut-être encore, désolé, une dernière question. À quel moment vous avez su que ça allait, que vos explorations allaient terminer dans un livre, dans une fiction publiée? Alors, moi j'ai été soutenu, hein, pour ce qui est devenu Calcaire, qui s'appelait à la base, mon titre de travail s'appelait Circulation de la matière, et puis du coup j'ai eu un soutien de la ville de Bienne, du canton de Berne et de la bourse Feldorio, qui est la commission intercantonale du Jura-Berne pour la littérature. Donc j'ai eu pas mal de soutien en fait pour cette recherche. Donc j'avais aussi forcément un petit peu de pression dans le sens où voilà, il fallait que j'écrive. Et donc je savais, on ne sait jamais que ça va devenir un livre, on n'en est jamais certain parce que ça c'est la réponse des éditeurs. Mais j'ai travaillé pour, en tout cas. Merci beaucoup. Je propose de laisser la parole au public. Vous pouvez vous manifester en levant la main. Il y a un micro qui peut être tourné. N'ayez pas peur de poser des questions. Une première question. Merci, madame. Merci infiniment. J'ai fait partie de la ZAD. Est-ce que par hasard, vous avez envoyé votre livre à la multinationale? Non, j'ai pas pensé. Non, ce serait une bonne idée. J'y ai pas pensé, mais j'en profite. Peut-être que la multinationale verra ça, mais en fait, on est en train d'écrire aussi une pièce de théâtre, qui est terminée là gentiment, avec Jérôme Richer et Julie Gilbert. Et ça sera joué au Théâtre du Loup en février. Ça s'appelle Laisse Béton, et on revient aussi sur les questions de multinationales. Donc on continue dans la thématique. Donc peut-être que là, ça sera l'occasion de leur faire un petit coup de pub. Merci et bravo. Oui, bonjour et salut Antoine. Salut Laurent. Moi j'ai deux questions. La première, qu'est-ce que tu penses du changement de couleur de Holcim? J'ai trouvé ça assez cocasse quand même. Non, leur logo est passé du rouge et noir au vert et bleu. Oui, c'est très beau, hein, cette grande affiche sur la cimenterie ou pour une industrie locale et développement durable. Effectivement, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle le greenwashing, quoi. Alors qu'on sait que c'est les industries concrètement les plus polluantes en Suisse, hein, les cimenteries. La cimenterie de la Vigier, elle, à côté de Bienne, elle produit autant. Elle a une demande en électricité autant grande que la ville de Bienne. Donc une cimenterie a autant de besoins énergétiques qu'une ville de 70 000 habitants. Donc forcément qu'il faut essayer un petit peu de mettre du vert dans tout ça. Et ma deuxième question, du coup, ça sera une question d'esthétique. On voit ces défricheurs, on voit Antonio, merci pour cette lecture, c'est magnifique. Est-ce qu'on est encore resté dans une mentalité de défricheur? Est-ce que notre esthétique extractiviste elle est encore là? Est-ce qu'il y a un remède dans le bricolage, le DIY, le rafistolage voilà, question d'esthétique et peut-être de mode de pensée. Alors c'est ce que j'essaie de présenter dans ce livre, hein, c'est-à-dire de face à cette industrie lourde, face à l'extractivisme, d'avoir ces solutions plus légères. Donc c'est pour ça que je parle de la ZAD, que je parle d'occupation à Bienne, hein, de l'époque des squats. C'est effectivement une tentative. Enfin, j'ai l'impression, il y a une phrase à un moment dans le livre où il faudra il faut trouver une résistance au rigide, et puis il faudra être léger si on veut résister à tout ce foutoir d'une certaine manière.
Donc après, en fait, tu dis le on il est compliqué dans le sens où à l'échelle de l'humanité, en fait, là on est en pleine période extractiviste aujourd'hui. On voit que le nucléaire est relancé, d'ailleurs notamment pour l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des besoins énergétiques qui sont encore plus forts. En Suisse, le débat est gentiment relancé par le Conseil fédéral, quand bien même la population avait dit qu'on voulait en sortir. Avec en fait une solution qu'on dit écologique en passant par les batteries électriques, mais en fait c'est du lithium, donc c'est de l'extractivisme. Là on voit qu'il y a les océans qui étaient encore les fonds des océans, encore un des grands intouchés, maintenant on va être gentiment ouvert aussi à cet extractivisme. Donc finalement, et puis l'espace arrivera un jour ou l'autre, donc cette logique-là, non, on n'en est pas sorti, quoi, malheureusement. C'est compliqué quand on a 8 milliards d'êtres humains, bientôt 10, enfin je ne sais plus à combien on en est aujourd'hui. Donc forcément, moi je ne peux pas prétendre d'avoir des réponses à tout ça, mais on n'en est pas sorti. Mais du coup, une des pistes de sortie, ou parallèle, alternative, c'est d'être léger. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de mettre en avant. Est-ce qu'il y a encore une question, madame ? Je veux vous féliciter de tout cœur pour votre 4e livre. Merci. Une question courte. Pardon ? Une question pas trop longue, s'il vous plaît. Je ne sais pas, vous m'entendez ? Non. Alors, comme vous êtes le fondateur du livre Vos bichettes et ours, j'espère que vous avez une bichette à côté de votre cœur pour guider votre voie et votre chemin. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de vivre dans une cabane comme vous aimez, entouré des animaux, des fleurs, des arbres et des êtres chers qui sont vraiment pleins d'amour et de tendresse pour vous pouvoir vous inspirer pour la 5e livre. Je voterai pour vous, je vous promets, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère que ces calcaires qui restent parfois dans nos yeux, ces manières à parler, s'effacent et que la paix, l'amour, la joie et la compréhension, le respect de l'être humain viennent à notre terre. Encore le meilleur vœu et puis bonne fête pour la fin d'année et succès pour le 5e livre. On se verra madame. Pour la salle. Il n'y avait pas de question. Il faut voir que vous êtes sur la scène pour recevoir le prix. Succès, je vous souhaite de tout cœur. Et merci à vous pour tout ce que vous faites, ma chère. Madame. Vous êtes adorable. Bonne journée à tout le monde. Passez un bon week-end. Au revoir. Merci. Merci, madame. Alors, est-ce qu'il y a encore une question dans le public ? Ça ne semble pas être le cas. Alors j'aimerais vous proposer la lecture d'un tout dernier extrait. Il n'est pas très long pour clôturer cette rencontre à la page 217, s'il vous plaît. Merci. Donc on est à Uranium City. Ce n'est pas ma terre, ce n'est pas mon peuple, mais c'est cette terre-là qui va être enfouie chez moi. Aujourd'hui, nous n'habitons plus de foyers respectifs. Nous ne sommes plus séparés par des océans, des montagnes, des frontières, des barrières culturelles. Il n'y a plus de chez-moi, seulement un chez-soi universel lié à la souillure que laisse derrière elle l'exploitation de la matière. Je suis parti de la fin de l'histoire pour remonter à ses prémices. J'ai remonté le cours des choses, parcouru l'écoulement en sens inverse, trouvé la source. Et plus je m'approche du début, plus la chute m'est dévoilée. J'arrive ici à la fin d'une intrigue qui marque les préludes d'une trame qui va m'être léguée. Tes ruines sont mes fondations. Je ne fais que tisser des récits que la matière s'est chargée de nouer pour nous, bien avant nous, et qu'elle continuera de tramer longtemps après. Pour continuer à célébrer la littérature de Suisse romande, lisez, votez et abonnez-vous.